Bonjour à tous. Dans mes précédentes vidéos, je me suis beaucoup intéressé aux migrations masculines par le biais des haplogroupes du chromosome Y. Cette fois, je vais m'intéresser aux migrations féminines par le biais de l'ADN mitochondrial. Il y a une vraie différence entre les deux, en gros, les hommes remplacent alors que les femmes se mélangent. Du coup, l'ADN mitochondrial est bien adapté à l'étude des migrations anciennes de la préhistoire, mais il est moins adapté à l'époque historique. Je précise aussi qu'il reste encore pas mal d'incertitudes sur la nature et les dates de ces migrations. Là encore, tout commence en Afrique, avec l'apparition de l'aplogroupe L quelque part vers le Kenya ou la Tanzanie, à une date mal déterminée il y a environ 150 000 ans. C'est à comparer avec notre premier ancêtre masculin qui émerge vers le Cameroun il y a plus de 250 000 ans, avant de gagner rapidement l'ensemble de l'Afrique. Ces deux constats ne sont pas incompatibles. Notre proto-ancêtre féminine est simplement plus tardive et les débuts d'Homo sapiens restent invisibles. Tandis que l'aplogroupe L commence à s'étendre, il voit rapidement l'apparition de premiers sous-clades. Le L0 en Afrique australe, puis le L1 en Afrique centrale. L'expansion vers l'Afrique de l'Ouest se poursuit jusqu'à l'apparition du L2 il y a environ 100 000 ans. Une autre branche gagne ensuite la Corne de l'Afrique où émerge le L3. La première sortie d'Afrique survient il y a environ 70 000 ans et elle est peut-être liée à l'éruption du volcan Toba. Celle-ci crée un hiver planétaire qui dépeuple fortement l'Eurasie. L'aplogroupe L3 éthiopien donne alors naissance à deux sous-clades qui vont dominer le reste du monde, le N et le M. C'est le N, légèrement plus ancien, qui semble participer à la première vague qui gagne l'Iran par les détroits. Il y donne rapidement naissance à de nouveaux sous-clades, dont le R sera de loin le plus répandu. La voie du Nord étant bloquée par l'homme de Néandertal, bien adapté à ces climats froids, il trouve surtout un exutoire vers l'Inde, puis l'Asie du Sud-Est, aux dépens des autres espèces, et de façon plus limitée vers l'Irak. Dans le même temps, une deuxième vague survient depuis l'Éthiopie qui emporte l'aplogroupe M vers l'Iran. Lui aussi amorce une expansion vers l'Inde, mais plus lente puisqu'il doit faire face à la première vague. Sa principale voie d'expansion est celle de l'Asie centrale. De là, il atteint le nord de la Chine par la route des steppes en emportant un peu d'aplogroupe N avec lui. Ce qui est remarquable, c'est que cette sortie d'Afrique en deux vagues se retrouve presque à l'identique sur le chromosome Y, avec l'aplogroupe CF qui s'étend de l'Irak à l'Inde, puis l'aplogroupe D qui s'étend jusqu'en Chine par la voie du Nord, en emportant un peu de C avec lui. Presque toute l'humanité hors d'Afrique est issue de ce point de départ fondamental. Revenons à l'ADN mitochondrial. Une partie de l'aplogroupe M reste en Éthiopie où il devient le M1. Il existe une vieille polémique pour savoir si le M n'aurait pas été créé en Iran, puis le M1 au Proche-Orient, avant de revenir en Éthiopie par la voie du Nil. Mais dans cette vidéo, j'adopte la thèse de sa genèse en Éthiopie. Les choses évoluent plus lentement après ces premières vagues hors d'Afrique. En Chine, le M venu du nord finit par rejoindre le N venu du sud. Dans le même temps, le M devient progressivement majoritaire en Inde aux dépens du N. Enfin, le N gagne le Proche-Orient et l'Asie centrale depuis l'ouest de l'Iran. Il y a environ 48 000 ans surviennent plusieurs événements fondamentaux. D'abord, l'aplogroupe N parvient à franchir les détroits pour gagner la Papouasie et l'Australie, que les autres espèces n'avaient pas réussi à atteindre. Ensuite, au sein de l'aplogroupe N, le sous-clade U apparaît vers les steppes d'Asie centrale et entame une expansion vers l'ensemble de l'Europe en se mélangeant à l'homme de Néandertal. Il atteint le Maghreb par l'Espagne, tandis que le JT né au Proche-Orient gagne l'Égypte. Ces conquêtes de l'Australie et de l'Europe sont à nouveau cohérentes avec les enseignements du chromosome Y, en termes de date et de voie d'accès. À ceci près que les gènes masculins finiront par être complètement écrasés par les remplacements ultérieurs. Peu à peu, l'aplogroupe M poursuit sa progression de l'Inde vers l'Asie du Sud-Est, puis vers l'Australie, mais sans y devenir majoritaire. C'est peut-être à rapprocher de la deuxième couche migratoire observée sur le chromosome Y. L'ADN Y montre également plusieurs grandes migrations de l'Éthiopie vers l'Afrique de l'Ouest, qui formeront notamment le terreau des Nigéro-Congolais. Elles sont moins visibles au niveau de l'ADN mitochondrial.
Le L3 se mélange simplement aux L1 et L2, mais sans les remplacer. Les Nigéro-Congolais sont donc largement originaires d'Afrique de l'Ouest par leur gène féminin, alors que leurs gènes masculins sont originaires de l'Éthiopie. Pendant ce temps-là, l'Homo sapiens parvient à conquérir des régions de plus en plus froides de la Sibérie. C'est ainsi qu'on en arrive à la troisième date charnière des grandes migrations. Il s'agit du paroxysme glaciaire il y a 22 000 ans. Il permet le franchissement à sec du détroit de Bering par les populations originaires de Sibérie, qui portent un mélange d'haplogroupes M et N subdivisés en 4 principaux sous-clades. Elles restent longtemps bloquées en Alaska par la calotte polaire, jusqu'au redout il y a 17 000 ans, qui leur permet de conquérir d'un coup l'ensemble du continent américain. La proportion de chaque sous-clade varie alors d'une région à l'autre, avec globalement l'aplogroupe M qui prédomine dans l'extrême sud-est et le N qui prédomine partout ailleurs. Il faut avoir conscience que les couleurs sur la carte sont trompeuses. Le mélange de M et de N est finalement très comparable en Amérique et en Asie. L'ADN Y révèle une colonisation de l'Amérique à la même époque, mais semble indiquer 2 autres vagues plus tardives qui sont plus difficiles à repérer sur l'ADN mitochondrial. Revenons au paroxysme glaciaire. Le froid et l'aridité provoquent un dépeuplement majeur qui favorise des remplacements migratoires. L'expansion des Afro-Asiatiques le long du Nil jusqu'en Égypte se produit à cette époque. Le repeuplement se fait aussi depuis le Proche-Orient, d'où viennent les haplogroupes H et V. Finalement, on trouve en Égypte un mélange de tous ces apports. Par la suite, les Afro-Asiatiques poursuivent leur expansion qui les mène jusqu'au Maghreb. De là, les haplogroupes H et V se diffusent partiellement vers l'Espagne. Cette expansion des Afro-Asiatiques est encore plus visible sur le chromosome Y, avec un remplacement qui atteint presque les 100%, et qui se prolonge vers le Proche-Orient. Dans le même temps, l'ADN Y montre un repeuplement massif de l'Europe après le paroxysme glaciaire, qui se fait depuis les Balkans. Mais là encore, il est moins marqué sur l'ADN mitochondrial. La poursuite du redout permet ensuite le reverdissement du Sahara qui entraîne son repeuplement. Puis l'apparition de l'agriculture et de l'élevage dans le croissant fertile fournit une nouvelle vague de migration depuis le Proche-Orient. En particulier, l'aplogroupe H s'impose très largement dans toute l'Europe aux dépens du U, qui subsiste de façon plus minoritaire. L'ADN mitochondrial révèle également une fuite étonnante de population du nord de l'Espagne vers les espaces encore déserts de la Laponie, au travers de l'aplogroupe V, qui est peut-être dû à la pression des agriculteurs venus d'Orient. Ça n'apparaît pas sur le chromosome Y, car ça a été écrasé par les migrations ultérieures. A l'inverse, la migration des Balkans vers le lac Tchad n'apparaît que sur le chromosome Y, sans doute parce qu'elle a concerné essentiellement les hommes. Dans les deux cas, il s'agit de migrations assez mystérieuses. Les dernières grandes migrations qui surviennent en 2000 avant Jésus-Christ sont également beaucoup mieux visibles sur le chromosome Y. En Europe occidentale, celle des Indo-Européens entraîne un remplacement des 2/3 de la population masculine. Pourtant, il n'y a pas de changement bien net de la population féminine. Un peu plus tard se produit celle des Finno-Ougriens, là encore très masculine, qui concerne entre autres les Lapons. En Afrique subsaharienne, la migration des Bantous provoque un remplacement génétique aux 4/5 de la population masculine. Les mouvements féminins sont également visibles, mais sous forme de mélange et non de remplacement. C'est également le cas sur la migration des Austronésiens, qui réaugmente la proportion d'haplogroupe M aux Philippines et en Indonésie. Le cas de Madagascar est particulier, puisque sa découverte par les Austronésiens provoque un afflux massif de main-d'œuvre depuis le continent africain, qui concerne les hommes à 70% et les femmes à 42%. Le dernier grand bouleversement de l'ADN mitochondrial est lié à la conquête de l'Amérique par les Européens, à laquelle s'ajoutent les effets de la traite des esclaves. Mais là encore, le remplacement par la voie féminine est moins marqué que par la voie masculine. L'ADN des Amérindiennes reste même majoritaire dans certains pays, comme au Mexique ou au Pérou. L'apport africain demeure minoritaire, sauf dans les Antilles, où il avoisine les 50%. La disparité de ces situations mériterait d'ailleurs une vidéo à part entière. Je vous propose de terminer cette vidéo par un bilan actuel continent par continent.
L'Europe dans son ensemble apparaît comme le fief de l'aplogroupe N, où il est présent à plus de 95% en moyenne. Les deux apports majoritaires sont le H et V venu des plateaux arméniens à près de 50%, et le U venu des steppes orientales autour de 25%. On retrouve d'ailleurs cette omniprésence du N au Proche-Orient. L'Afrique subsaharienne est le bastion de l'aplogroupe L. Si on met de côté la Corne de l'Afrique, il est présent à plus de 95%, avec des mélanges variables entre ces différents sous-clades. Il n'y a pas de bastion semblable pour l'aplogroupe M, qui est partout mélangé au N. Il est particulièrement représenté au Japon et au Tibet, avec 70% d'occurrence. Ça tombe à 60% en Inde et en Chine du Nord, ce qui explique qu'on retrouve ce mélange N plus M chez les Amérindiens. La proportion de M est de 50% au Kazakhstan et chute rapidement vers l'ouest et le sud. Elle est de 40% en Asie du Sud-Est et en Indonésie, et de 30% chez les aborigènes d'Australie. L'île de Madagascar apparaît comme une intersection entre le L venu d'Afrique et le M plus N venu d'Indonésie. La Corne de l'Afrique montre également un fort mélange, mais cette fois le N vient d'Égypte et du Proche-Orient, tandis que le M est sans doute né sur place. Les mélanges en Égypte se sont dus à un apport élevé du Proche-Orient, combiné à un apport non négligeable d'Éthiopie. Le Maghreb présente un mix comparable, mais avec une opposition remarquable entre les femmes qui viennent majoritairement d'Europe et du Proche-Orient, et les hommes qui viennent essentiellement d'Éthiopie. C'est en lien avec le constat qu'on a fait depuis le début. De façon générale, les remplacements masculins sont beaucoup plus marqués que ceux des femmes. Pour affiner les choses, il faudrait aussi s'intéresser aux chromosomes non sexuels. C'est ce qu'on appelle l'ADN autosomal. Cela dit, la méthode est un peu différente parce qu'il n'existe pas de marqueurs bien identifiés et du coup on est obligé de faire des comparaisons entre plusieurs populations, par exemple par le biais de l'analyse en composantes principales dont j'ai parlé dans ma vidéo sur les races humaines. En attendant une vidéo sur ce sujet, la semaine prochaine on va démarrer notre série sur la Renaissance. À très vite.